Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur agronome. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Tup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Podcast qui prend la fin de l'année comme point de départ parce que on est bientôt à la fin de l'année. Remarque Bien vu, que personne ne s'était faite, ouais, tout à bien fait. vu, bien vu, Raph. Mais tout ça pour dire que, eh bien, on enregistre là nos derniers épisodes. Il y a cet épisode-là, et puis normalement, du voulant, il y en aura encore deux qui viendront. Et puis, on aura des annonces importantes. On va garder le suspense. On en parlera dans les prochains épisodes. On en parle déjà maintenant. Qu'est-ce qu'on s'est dit il y a 10 minutes? Je Qu'on sais pas. en parlerait dans les prochains épisodes. Voilà, comme ça, Voilà. ça participe à Stay créer le. tuned. Voilà, c'est ça. Restez connectés, abonnez-vous pour ne rien manquer de Memento Mori et de tout ce Activez qu'on la fait cloche. sur TPSG. Activez la cloche, dites-le à vos amis et faites-nous des dons. Voilà, défiscalisez et aidez-nous dans notre ministère. Euh, on continue ensemble notre réflexion sur l'émergence et le triomphe du moi moderne. On réfléchit ensemble avec Matt sur le livre de Karl Truman qu'on ne présente plus. Je ne sais plus quel épisode on voit ça fait combien d'épisodes qu'on est dans cette série-là. Mais juste pour petit rappel, ce livre cherche à répondre à la question. En fait, il prend le sujet de la théorie du genre qu'il y a aujourd'hui, qui semble quelque chose de tout à fait accepté dans une grande majorité pour une grande majorité de personnes, que c'est tout à fait sensé de dire qu'on est femme enfermée dans le corps d'un homme. Karl Truman prend ça comme point de départ et se dit, mais en fait, euh, quels sont les concepts euh, euh, idéologiques, enfin, sociologiques, intellectuels, qui permettent de valider une pensée comme celle-là. C'est ce qu'il aborde dans la première partie de son livre. Dans la deuxième partie de son livre, il fait tout un survol de l'histoire de la pensée pour voir comment les hommes, finalement, en sont venus à développer des réflexions philosophiques qui leur ont permis, en fait, aux penseurs de notre époque de conceptualiser la théorie du genre. Donc, il repart depuis jusqu'à Rousseau et puis survole comme ça plusieurs penseurs. Et après, dans la dernière partie du livre que nous verrons un petit peu plus tard, restez connectés parce qu'on vous en parlera la prochaine semaine. Dans une autre partie, après, il va parler du temps présent. Mais nous, là, depuis quelques semaines, on regarde ensemble comment, bah, donc depuis Rousseau et puis ensuite d'autres penseurs importants comme les poètes qui ont joué un rôle important, comme aussi des personnages comme Darwin, Freud, Marx et qui encore, j'oublie toujours le dernier, Nietzsche, ont participé à, euh, à créer le moi moderne et on va poursuivre aujourd'hui ensemble encore cette réflexion, Matt. Tout à fait. Et la dernière fois, on a parlé de Freud et on a vu comment euh, c'est Freud qui a mis la question de la sexualité au cœur de la vie presque, De l'identité, ouais. Mm. ouais, de la vie et de l'identité de chacun aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir l'articulation entre euh, Freud et Marx et notamment la question de la politisation de la sexualité. Mm. Euh, donc, c'est toi qui as lu le chapitre. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce dont tu parles? Nous Oui, résumer avant qu'on. Après, on va l'aborder plus en détail. ouais. Alors, il va falloir vous accrocher. Vous pouvez comprendre cet épisode si vous n'avez pas suivi les précédents, mais on vous recommande quand même de suivre les précédents, notamment ceux qui évoquent la pensée de Marx, hein. Le titre de l'épisode, c'est Un Marx et ça repart. Ça, il fallait le Fallait le trouver. Je crois faire. que c'était toi qui l'avais trouvé, bravo. Et l'autre épisode qui était sur Nietzsche, et celui-là, je me souviens plus du titre. Mais en gros, c'est des épisodes d'il n'y a pas longtemps. Vous connaissez la boutique, comment on fonctionne. C'est pas très
précis là, mais vous aurez les liens dans la description qui vous sont donnés. La Oui. question du chapitre que nous pose Karl Truman, c'est comment justement les spéculations de Freud, hein, qui était un médecin autrichien, ont-elles pu façonner aujourd'hui la logique du paysage politique contemporain, au point que les questions liées à la sexualité semblent désormais submerger les préoccupations de la société traditionnelle. Toutes les questions de genre, etc., s'invitent dans les questions de liberté d'expression, de liberté religieuse. Et aujourd'hui, on voit que la question de la sexualité et de son identité sexuelle et de ce qui était considéré comme des pratiques sexuelles qui sont aujourd'hui, c'est pas on a une sexualité hétérosexuelle, c'est on est hétéro ou on est homosexuel, etc. Enfin bref, ce fait que la sexualité fait partie de notre... on a psychologisé la sexualité complètement. Et Ça devient comment une maintenant on en est étiquette. arrivé? Voilà, ça devient une étiquette. Et d'ailleurs, un jour, ça serait intéressant qu'on parle de toute cette notion de communauté. Tu fais partie de la communauté LGBTQ, machin, etc. Pourquoi les gens s'identifient aussi à des sous-communautés comme ça, ce serait un truc Hmm. intéressant à voir Moi, ensemble. ouais. Est-ce qu'on va pas l'aborder un petit peu justement avec la lutte des classes et le Si, on va marxisme? l'aborder un petit peu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Tout à fait, ouais. Mais il y a un truc à creuser là derrière, je trouve, Hmm. qu'on va à peine effleurer peut-être aujourd'hui. Bref, qu'est-ce qui a fait que voilà, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu politique et un enjeu de débat. Et même aujourd'hui, on peut se faire attaquer sur des procès, on peut avoir des procès si on remet en question, par exemple, la question de la théorie du genre, et qu'il y a des personnes qui se prennent des procès pour ça, pour D'ailleurs, notre ministre transphobie ou nous a homophobie. nous l'a rappelé il y a pas longtemps. Enfin, notre ministre, elle est plus ministre maintenant, mais Lequel? t'avais pas entendu ça là? C'était la ministre de l'Éducation nationale là, qui avait Ouais. dit, il y avait un truc où je crois, un chef de cabinet avait parlé de ça et elle avait pris la parole. Je sais pas si c'était sur RTL ou sur France Inter, ou je me rappelle plus où, pour dire il n'y a pas de théorie du genre. Ah oui, c'est Genté, là. Oui, 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 Al Voilà, Genté, c'est ça. avec Al-Jante, son ministre délégué. Oui, oui, oui. c'est ça. Oui, c'est ça. Lui, il a dit, en fait, il y a pas... et voilà. Alors ça, Ça c'était, ça, c'est ça complètement c'était, fou. c'était fou ça. Je pense qu'après, elle a dû forcément avoir eu des conseillers, des personnes qui lui ont dit, écoute, écoutez, madame, Là, c'est peut-être dit une petite boulette. Tu sais, c'est comme si un mec arrive et disait, le capitalisme n'existe pas. Tu vois. ouais. C'est un truc... Enfin bon, bref. On pourrait dire, vous savez vous êtes ministre de l'Éducation, et il y a des universités, c'est des programmes hein, à l'université aussi, on en parle et tout ça. Bref, bon, ouais, je pense à mon avis, elle a parlé plus vite qu'elle n'a pensé. Ça peut arriver à tout le monde, faisons-lui grâce. En tout cas, donc, comment c'est possible qu'on en arrive là? Eh bien, ce qu'on va voir ensemble, c'est que il fallait que Marx et Freud se marient. Il fallait que les deux se enfantent quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment Marx et Freud ont enfanté finalement ce qu'on appelle la théorie critique. Et on va évoquer ça, on va survoler ça dans cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux juste résumer en 2 mots là, quand tu dis théorie critique, qu'est-ce que tu entends? Ouais. Alors, quand on parle de théorie critique, aujourd'hui, c'est tout un courant de pensée euh, qui constate que la scène politique est dominée par les questions d'identité. C'est quelque chose qui a fait. Nous, quand on était gamin, on ne parlait pas de toutes ces questions-là, mais enfin, on en parlait au passé, mais on a remis au cœur de la vie sociale et sociétale, vraiment les questions d'identité, identité raciale, sexuelle, ethnique et autres. Tout le monde justement appartient à une communauté, à une autre, etc., etc. Et dans une grande partie de ces débats se trouve vraiment une approche philosophique qui est celle qui est
résumé sous le terme de théorie critique. Euh, Critical Race Theory, par exemple, aux États-Unis, sur les, voilà, derrière tous les, par exemple, le mouvement de Black Lives Matter, etc. C'est toutes les questions qui disent, bah voilà, est-ce qu'on, par exemple, est-ce que la Est-ce qu'on doit demander société, pardon voilà, est-ce qu'on doit demander pardon au nom de ce qu'ont fait nos ancêtres à d'autres? ou Est-ce que payer, ouais. voilà, voilà, est-ce qu'on doit payer pour ça? Est-ce qu'en tant que blanc, je dois m'indigner qu'un homme blanc ait tué un autre noir et si je le fais pas et que je me sens pas coupable, je fais pas partie de ça. Enfin bref, je cautionne pas. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là qui sont complexes et qui animent les débats. Et donc, cette théorie critique, elle s'appuie largement et de manière variée sur justement la pensée marxiste, sur la pensée de la psychanalyse avec Freud, sur des théories féministes, sur toute la question du post-colonialisme, des théories queer, de la déconstruction, un peu de toutes les studies qui sont là. Au cœur de cette pensée-là, il y a toute la question d'intersectionnalité, c'est-à-dire comment étant participant, enfin, euh, D'une euh, lutte. d'une lutte ou dans une lutte pour les minorités. Alors, il y a toute la question du wokisme aussi derrière. Et l'intersectionnalité, c'est bah, je suis à l'intersection de plusieurs minorités qui sont dans la société et qui sont victimes d'une majorité. Par exemple, si tu es noir dans un Occident, tu fais partie de la minorité noire, mais si en plus tu es homosexuel, bah, tu rajoutes dessus que tu fais partie d'une minorité des minorités, etc., etc. Enfin bon, bref. Voilà. Et donc, c'est assez simple, mais il y a un peu quelques ressorts dans cette théorie critique. Là, il y a le fait que le monde doit être divisé entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Là, on va forcément se tourner vers Marx Ceux qui ont une euh, pelle et ceux et qui ceux qui creusent. creusent, exactement. Entre le récit dominant occidental de la vérité, qui est en réalité une construction idéologique conçue pour préserver les structures de pouvoir dans l'Occident. Voilà, donc toute la question de la déconstruction et du décolonialisme qu'on va avoir derrière. Il y a le fait que le but de la théorie critique, c'est de aussi déstabiliser tout le côté woke, de déconstruire cette structure de pouvoir en déconstruisant tous les récits pour un peu les neutraliser et pour pouvoir euh, participer à l'avènement d'un nouveau monde qui serait derrière. Mais bon, si on déconstruit, on ne sait pas trop ce qu'on reconstruit, hein. Pour le moment, on observe plutôt que c'est la question de la déconstruction qui est mise en avant, quoi. Ouais, qui est même présenté comme une vertu, quoi. C'est-à-dire, Et comme, ouais, tu c'est dois ça, et comme une déconstruire la fin en elle-même. société, tu dois te déconstruire. On parle beaucoup d'hommes déconstruits. C'est D'ailleurs, ça, ces hommes déconstruits sont assez heureux de dire qu'ils le sont. c'est ça. C'est des Euh, Legos. Ce sont des Legos. Des ou comme les Legoïstes. Action Man. Les Action Man, tu pouvais pas enlever les bras et les jambes et tout, là, je me rappelle plus. Je sais plus. Moi, pour moi, ouais. Peut-être. Peut-être. Alors justement, comment le marxisme a, a, a ouvert la voie à une réorganisation de la société? Ouais. Le marxisme joue un rôle vraiment important, hein. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté un Marx et ça repart, Marx concevait l'histoire comme un processus d'une dialectique en mouvement, d'une dialectique en mouvement, mais pour lui, ça devait culminer, cette dialectique, ce rapport de force entre plusieurs positions sur le triomphe de la classe ouvrière, qui est le prolétariat, la dictature du prolétariat, sur la classe moyenne, qui était la bourgeoisie. Et le but, c'était que le prolétariat, qui représentait une minorité dans le pouvoir, qui en fait était majoritaire dans le pays, et qui était finalement celui qui économiquement faisait vivre le pays, eh bien, puisse arriver à prendre le pouvoir de manière ultime, et enfin, on aurait une société égalitaire. Hmm. Et ce changement donc impliquait le remplacement du système capitaliste, où les moyens de production appartiennent juste à certains, par un système communiste dans lequel les moyens de production seraient détenus en propriété commune, c'est la collectivisation, le kolkhoz, etc., par les travailleurs sous la forme de l'État. Et c'était le but de l'État de faire ça. Euh, la théorie de Marx sur le triomphe du prolétariat dépendait de deux autres développements historiques comme conditions.
tout d'abord que le système capitaliste doit s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions économiques, et deuxièmement que le prolétariat devait développer une conscience politique de soi qui permette au prolétariat, à la classe ouvrière, de comprendre que ses intérêts n'étaient pas dans l'asservissement à la bourgeoisie, mais plutôt cette bourgeoisie devait être renversée. Mais ce que Marx n'avait pas expliqué, c'était comment on va développer cette conscience politique dans la classe prolétaire. Lui, il en était juste au niveau de la théorie de ça et de ce qu'il voyait comme advenir comme société, mais sur les mécanismes, comment y parcourir, finalement, il n'avait pas trop travaillé là-dessus. Et c'est là qu'on a ensuite euh, la, la- plusieurs pistes qui ont été proposées, et notamment en Russie avec Lénine, qui adapta le marxisme dans un contexte paysan, en disant, en fait, c'est par la révolution Mmh. et le Parti communiste, vraiment, qui sera dirigé lui-même par une forme d'élite. Alors c'est marrant parce que c'est une bourgeoisie, hein, finalement, une élite intellectuelle qui va reprendre le pouvoir, mais différemment, hein, parce que capable de mobiliser et d'éduquer le prolétariat au marxisme. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la même période, il y a un Italien qui s'appelle Gramsci, Antonio Gramsci, qui était prisonnier des geôles fascistes, comme le sketch des inconnus. Tu sais. Il capte ni la 5 ni la 6, c'est dégueulasse. Ah, Abel tu fais trop Shemoun, bien. tu vois, c'est le véritable Abel Shemoun, tu vois, qui est prisonnier des geôles fascistes, qui s'interroge sur comment, en fait, on impose une vision du monde. Comment, en même temps, le fascisme s'y est pris Mussolini s'y est pris pour imposer son fascisme, et en même temps, comment le marxisme pourrait s'y prendre pour faire advenir finalement sa révolution du prolétariat. Et en fait, lui, ce qu'il a proposé, c'est qu'il a rejeté l'idée que les intellectuels formaient une classe à part, et il a développé la notion d'intellectuel organique, où en fait, organiquement, hein, la classe intellectuelle doit être vraiment liée à la masse, et sa tâche est d'articuler et de façonner la conscience politique d'une classe inférieure à travers le développement d'une culture. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on fait le lien un petit peu avec la question de l'imaginaire social, c'est qu'il part lui, du fait en fait, de créer une hégémonie culturelle. Il part du postulat que la conquête du pouvoir présuppose celle de l'opinion publique. Il faut convaincre les masses et en fait influencer leurs pensées. Et si tu prends le monopole de leurs pensées, hein, que tu crées une culture qui est hégémonique, eh bien en fait c'est ça qui va pouvoir amener finalement une révolution culturelle. Et on parlait déjà dans les concepts qui sont intéressants du concept d'imaginaire social, du fait que les gens s'approprient des visions du monde, non pas de façon articulée, forcément très consciente, en développant des théories justement sur le monde, voilà, mais en fait ils baignent dans une culture Ouais, populaire avec des films, des musiques, des c'est une discours. infusion presque. Voilà, et c'est une infusion, exactement ça, c'est une infusion. Voilà. Et donc, je cite Truman, il dit en Gramsci, par conséquent, nous voyons les racines de l'approche moderne de la révolution politique par la transformation des institutions culturelles telles que les écoles et les médias. Une fois les leviers du pouvoir culturel entre de bonnes mains, le chemin pour former une conscience politique adéquate devenait relativement simple. Mais il fallait une avant-garde intellectuelle pour accomplir cet objectif. Donc nous, on parle de résistance culturelle, lui, il parle de révolution culturelle. Ouais, c'est ça. Et même d'hégémonie culturelle. Et il y a vraiment l'idée de dire il faut rentrer, et c'est vraiment la pensée totalitaire, hein. C'est vraiment il faut rentrer dans la tête des gens. C'est pas juste pose un régime par la force en disant bah voilà, c'est comme ça et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Non, ce C'est que de tu veux, l'influence. c'est de l'influence et c'est prendre le contrôle des pensées des gens, quoi. Alors nous, quand on parle de résistance culturelle, on dit que justement, nous devons résister à cette hégémonie culturelle. Et il y a dans l'idée même du monde dans la Bible, hein, le monde qui est notre chair collective, hein, je crois que c'est Calvin qui disait ça,
l'idée un peu d'une hégémonie culturelle qui est du rejet de Dieu, quoi. C'est ce qu'on retrouve, hein, il va prendre plein de formes différentes, mais il y a un petit peu de ça dans l'idée biblique du monde. Hmm. Et donc, il y a, et on va retrouver une approche. Alors ça, c'était la théorie de Gramsci. Et on va voir que c'est pas sans lien avec ce qu'on va voir plus tard. Mais il y a une approche de ces. Gramsci a parlé de cette élite culturelle qui devait être à l'avant-garde finalement pour amener cette hégémonie culturelle dans toute la société. Eh bien, il y a une école qui a fait date et qui a apporté de nombreux penseurs qui ont influencé la société face à- aux difficultés de l'URSS et les guerres mondiales, etc., au début du XXe. C'est l'école de Francfort. Et l'école de Francfort a offert au monde des penseurs qui ont pu mettre en pratique l'idée de Marx pour résister au nazisme. Parce que c'est ça, en fait, il faut se rappeler, c'est que il y a vraiment l'idée, c'est qu'il y a d'un côté, dans l'Europe, il y a la montée du marxisme, de l'autre côté, il y a la montée du fascisme et du nazisme. Et du coup, les penseurs marxistes vont se dire, mais comment est-ce qu'on peut résister à la pensée fasciste? Et c'est pour ça qu'on le retrouve encore aujourd'hui, hein. Les antifas sont des marxistes, etc. Enfin bref, c'est tout ça, rien de nouveau sous le soleil, hein. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'un mariage. Oui. C'est une image entre Marx et Freud qui a donné la naissance à la théorie critique. Mm. Comment, justement, cette école de Francfort, elle a réussi à les marier les deux là? Ouais. Alors, franchement, je trouve que Truman, c'est assez admirable la façon dont il arrive à montrer ça, à faire une synthèse assez rapide en quelques pages là-dessus. Il y a un point de contact à la base entre Marx et Freud, c'est que les deux voyaient le, le, le moi, le caractère humain, hein, en termes dynamiques. Marx dit Truman dans les conditions sociales matérielles en relation avec lesquelles la conscience humaine se développait. Hein, il fallait s'affranchir de sa condition sociale pour devenir vraiment ce que l'homme doit être. L'homme Donc c'est par authentique. voilà, le mot authentique, c'est par la dictature du prolétariat. En gros, le- l'exploitation du capitalisme nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, pour dire de façon assez simple. Et Freud, en termes du développement psychologique, hein, très tourné sur l'intérieur, hein, et de la pulsion sexuelle à la mesure que les individus mûrissent et trouvent leur place dans la société. Et on a Hmm. vu, hein, que finalement, la société empêchait les hommes, était là pour un peu contrôler les pulsions sexuelles, mais que tout était que de développement sexuel chez Freud. Donc il y a ce point commun là entre les deux, mais il y a quand même des gros défis sur la chose, parce qu'on pourrait se dire, a priori, il n'y a rien à voir entre les deux. D'un côté, pour le marxisme, tout est une question de matérialisme, de politique, de collectivisme. Et pour Freud, ben, on est sur des thématiques plutôt sexuelles, psychologiques, individuelles. Et en fait, on pourrait parler d'un mariage un peu forcé entre les deux, mais on a des penseurs dans l'école de Francfort qui ont réussi à faire ce mariage-là. Et ces deux penseurs-là, finalement, sont deux. En fait, il fallait pas chercher midi à 14 heures. Ce sont deux psychanalystes marxistes. Donc, eux, ils ont leur étude de psychanalyste et en même temps, ce sont des marxistes politiquement. Et les deux, en fait, vont prendre le discours politique de Marx et en fait se dire, si on fait simple, la révolution pourra avoir lieu en passant par la question de la sexualité. Et donc, ces deux penseurs sur lesquels on va un petit peu s'attarder ensemble, c'est Wilhelm Reich et Herbert Marcuse. Beau prénom. Beau prénom. Beau prénom. Ouais. Alors justement, parle-nous de ce Wilhelm Reich. Reich. Euh, Ouais, de quoi il parle? ouais. C'est quoi son problème? Alors, il a écrit un ouvrage en 1933 sur la psychologie de masse du fascisme. Et Reich a développé le concept qu'il a appelé l'économie sexuelle, dans laquelle il a utilisé
sa notion marxiste de conflit de classe pour approfondir la notion freudienne de répression sexuelle et la développer dans un but politiquement explicite. C'est ce qu'explique Truman. Alors, dit comme ça, c'est hyper obscur, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va expliquer ça de façon assez simple. Mais la question qui intéresse particulièrement euh, une problématique qui est à la base une problématique marxiste, qui est pourquoi des membres d'une certaine classe agissent-ils contre leur propre intérêt de classe, hein. Pourquoi le prolétariat, alors qu'il est majoritaire dans un pays, se soumet à la dictature de ceux qui ont les moyens de production, hein, du capitalisme. Pourquoi elle se soumet à la bourgeoisie? Eh bien, et c'est là où lui il va avoir cette question qui est politique, il va l'aborder comme un psy. Et il va dire, bah, en fait, c'est à cause d'une ambivalence coupable envers une figure paternelle. En fait, il y a une forme de complexe d'Oedipe sociologique qui s'est installé chez les masses. Et il prend l'exemple des soldats du tsar qui vont, contre leur véritable intérêt politique, soutenir le tsar parce qu'ils craignent, finalement, ils voient chez le tsar, en homme politique, une forme de figure paternelle. Donc, il va avoir, tu vois, une lecture psychologique du truc. Et c'est quelque chose, par exemple, tu peux avoir ça, on voit dans des manifs où, par exemple, tu avais ça je pensais ça dans les manifs des Gilets jaunes, en disant, mais tu avais les flics et les Gilets jaunes qui se mettaient sur la tronche, et tu avais plein de Gilets jaunes qui disaient, mais nous, on se bat pour vous. Et en fait, vous êtes comme nous. Mais pourquoi vous vous soumettez au pouvoir alors que vous êtes victime comme nous, quoi? Et, euh, et en fait, pour lui, il y a un raisonnement un petit peu en quatre points. C'est que Freud a désigné l'inconscient comme ce qui nourrit finalement notre contexte, notre manière de vivre, la véritable signification de ce qui a une importance pour nous. Euh, Deuxièmement, le fait que Freud a sexualisé l'enfance et l'adolescence. On est sexualisé depuis le début, hein. Pour Freud, tout n'est que pulsion sexuelle, hein. Troisièmement, Freud, il a découvert que la répression sexuelle était centrale dans la relation d'autorité qui existait entre un parent et un enfant, hein. Les parents, en fait, réfrègnent finalement les, les- les pulsions sexuelles de leurs enfants. Ils les éduquent parce qu'il faut bien éduquer ça pour pas que ça parte dans tous les sens. Et donc, il a compris que la moralité adulte n'était pas une réalité absolue et transcendante, mais qu'elle découlait elle-même des mesures éducatives prises par les parents et ceux qui prenaient leur place, que ce soit les nourrices, les enseignants, les professeurs, etc., dans l'éducation des enfants. Et donc, je cite Truman, ce que Reich fait ensuite avec ses idées, c'est un mouvement critique dans la synthèse des idées marxistes et freudiennes. Il va faire une synthèse des deux, il va appliquer la notion marxiste selon laquelle les idées sont elles-mêmes l'expression idéologique des circonstances historiques dans lesquelles on est, à la pensée de Freud, d'une manière qui relie les idées de Freud à la structure politique. C'est-à-dire que les sociétés produisent, finalement, vont contrôler comme on est contrôlé par nos pulsions sexuelles, la société va nous contrôler en contrôlant nos pulsions sexuelles. On Est-ce peut que le c'est dire comme ça de tu veux façon dire simple. que c'est des structures structurantes? Structure structurante, voilà, ça rejoint un petit peu le concept d'habitus de Bourdieu, ouais, tout à fait. Mais les implications sont vertigineuses. Je lis ce que dit Truman. Il dit les codes sexuels font partie de l'idéologie de la classe dirigeante, hein, pour riches, conçue pour maintenir le statu quo afin de bénéficier à ceux qui détiennent le pouvoir. Donc, Euh, petite pause, parce que la station d'avant, elle a été un peu compliquée. Mais là, ça veut ouais, dire quoi? Ça veut dire que la classe dirigeante, elle se sert de la moralisation de la sexualité pour maintenir leur pouvoir, c'est ça? exactement, Donc, la exactement. sexualité devient un outil de répression et c'est là qu'on a le mariage entre Marx et Freud. Marxisme, exactement, exactement. Ok. Et en fait, et donc il dit, hein, le compromis dans la civilisation bonheur, hein, le fait que tu cherches ton bonheur et qu'en même temps tu dois être civilisé, et que pour Le contrat Freud, social.
le contrat social, c'est que euh, pour Freud, c'est impossible en fait, parce que si tu veux chercher ton bonheur, en fait, tu peux pas vivre en société parce que comme toutes tes sexualités, tu deviendrais C'est tu vivrais que selon tes pulsions sexuelles, donc c'est tu la seras frustration dont on parlait la dernière fois. voilà, exactement, tu dois te frustrer pour vivre en société. Et ben, ça implique d'empêcher les enfants de s'engager dans une auto-expression sexuelle. Et en fait, cette forme historique de prescription morale n'est pas en soi un absolu nécessaire et pourrait être pensé différemment. C'est imposé par une classe dominante qui dit bah, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais voilà. Et en fait, la question qui se pose alors, c'est de savoir comment et pourquoi les codes sexuels actuels, en particulier ceux concernant les enfants, sont devenus tels qu'ils sont. Donc Et en en fait, la fait, question, vas-y, Reich il va plus loin que Freud parce que Freud, c'était un petit peu euh, pas fait à l'idée, mais il il avait disait que c'était une capitulé. nécessité. Voilà, Voilà, il avait c'est une capitulé nécessité. devant la frustration en disant bah, il faut quand même, c'est quand même moins pire si tout le monde est frustré que si certains exprimaient leur pulsion, leur désir sexuel Ouais. par la force. Lui, Reich, il dit non, en fait, il faut quand même qu'on réfléchisse à est-ce qu'on pourrait pas Est-ce que faire c'est ça quand même? légitime? Voilà. Est-ce que Voilà. c'est légitime de réfréner ça? Et qui nous dit que c'est légitime de réfréner ça? Et lui, il dit ça vient Ouais. de la bourgeoisie. Hmm. Et en fait, la bourgeoisie fait ça pour créer en nous voilà, cette espèce de complexe d'Oedipe, de soumission à une autorité, alors que c'est contre nos intérêts. Et donc, la question qu'il pose, hein, c'est pourquoi une culture ou une civilisation est-elle construite sur des formes spécifiques de répression considérées comme nécessaires, hein, pourquoi ça serait nécessaire et qui dit que ça l'est? Et en fait, pour lui, cette répression a commencé avec la montée du patriarcat en Occident, et ce patriarcat a été renforcé par la montée de l'Église qui est opposée à la sexualité. Parce que le but de l'Église, en fait, c'est de nous censurer dans notre sexualité. Bah oui. Donc, en fait, c'est là où tu vois le truc, c'est le patriarcat est mauvais, il impose ses normes et il nous empêche d'être heureux, et l'Église aussi. Et finalement, en fait, c'est des trucs que tu entends encore aujourd'hui, quoi, qui sont toujours là dans le discours. Ça, c'est Et quelle donc, année, notre ami Reich? l'ouvrage, là, c'est en 1933. Ok. Donc on est vraiment là, et pour lui c'est vraiment le patriarcat et la société et le christianisme qui finalement ont posé des normes, et ces normes-là, vu que l'élite bourgeoise est chrétienne dans une société patriarcale, eh bien en fait nous contrôlent à travers la répression sexuelle. Et donc, il lit tout ça avec sa pensée marxiste, hein. Les codes sexuels répressifs sont intimement liés à l'exploitation du travail. Pour maintenir la société docile, eh bien, en fait, il faut l'éduquer avec une forme de répression sexuelle pour que dans leur identité, eh bien, en fait, ils deviennent dociles. Et donc, il dit, Truman, hein, que l'entrelacement de la structure socio-économique avec la structure sexuelle de la société et la production, ce qui va produire une société euh, qui va en fait créer des familles qui vont être autoritaires. Et l'Église ne fait que poursuivre cette fonction euh, plus tard, ce rôle-là dans la société. D'abord, la famille, dans les 5 premières années du développement de l'enfant, va produire justement cette forme de répression. Et ensuite, bah, c'est l'Église qui va prendre le relais avec le catéchisme, et ensuite le reste de la société qui va le faire. Et donc, l'État autoritaire gagne un énorme intérêt à maintenir les familles autoritaires. L'État reste en dehors des familles, hein. Il laisse les familles finalement créer avec les normes religieuses les enfants. L'Église prend le relais, et ensuite, plus tard, bah, cette personne bien formatée se retrouve dans l'usine où elle va retrouver la même forme d'exploitation et d'imposition de normes. Et du coup, bah, en fait, comme tu as été formé à te soumettre dans ton enfance par la sexualité, eh bien, en fait, tu te soumets quand tu es adulte dans l'entreprise en lien avec le travail. Donc, pour lui, du coup, c'est l'unité de base de l'exploitation, de l'oppression de l'homme, c'est la famille. Hmm. C'est la famille qui est le lieu de l'oppression de l'humain, de l'empêcher d'être pleinement lui-même, de C'est parvenir à ce qu'il diabolique. doit être. C'est diabolique.
c'est totalement diabolique. Et on en parlera tout à l'heure, comment il a fini lui-même. Eh ben, on va voir que ces pensées-là, elles l'ont pas amené à beaucoup de joie hein, dans sa vie. Mais c'est totalement diabolique. C'est très pervers. On a pris l'habitude de parler de Deathworks en reprenant ce dont parle Truman. Non, il Riff. prend ça de Riff, sur la façon dont on va se moquer de l'art chrétien pour tourner Dieu en dérision. Là, c'est ça à l'échelle de la chose fondamentale qui est la famille, quoi. Euh, et donc, ça découle de la croyance de Freud en la sexualité infantile et de sa compréhension de la manière dont la répression sexuelle est là pour connecter finalement l'individu à sa culture, lui permettre de vivre dans sa société. Et entre les mains de Reich, eh ben, ça devient le point de départ puissant pour réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler une révolution politique et une libération et comment elle pourrait être accomplie. Et pour lui, eh ben, en fait, il va falloir en fait, travailler sur la famille, en fait, qui est le lieu de répression de l'individu. On peut le dire de façon aussi simple que ça, quoi. Alors justement, lui, comment, comment il veut faire ça? Eh bien, pour lui, il faut, alors que l'État avant ne s'investissait pas dans la famille en fait était le lieu en fait où on éduquait les enfants, l'État n'avait rien à dire. Eh bien, pour lui, il faut que l'État, surtout en termes d'éducation sexuelle, hein, c'était pas du tout l'État n'avait rien à dire. En fait, le fait de dire que il faut que c'est à l'État de faire l'éducation sexuelle des enfants. C'était une pensée qui, en fait, n'avait pas de sens. C'est pas du tout le rôle de l'État. L'État va réguler la vie euh, économique du pays, la sécurité, etc. Mais il ne rentre pas dans les familles. Eh bien, pour lui, vu que la famille est un État autoritaire en miniature, auquel les enfants doivent apprendre à s'adapter comme une préparation à leur vie dans la société, eh bien, cette famille, vu qu'elle est ce lieu de formation, eh bien, il faut que l'État s'investisse dans l'éducation de la famille et de l'éducation sexuelle des enfants en particulier. Et donc, il va, pour lui, amener vraiment cette pensée à travers un autre ouvrage qui s'appelle La Révolution sexuelle, où il dit que Freud avait raison de voir le rôle de la répression sexuelle comme étant une base de la civilisation, mais qu'il avait tort de généraliser ça à toutes les cultures et pas simplement aux sociétés fondées sur la famille patriarcale. Et donc, lui, il soutient qu'il faut à tout prix amener un nouveau programme dans la famille. Et donc, il va dire que les jeunes, pardon, que les conservateurs politiques considèrent la famille comme étant un bien incontestablement bon. Eh bien, lui, il va dire, il voit ça comme étant quelque chose qu'on doit surmonter et détruire. Et donc, au cœur de son programme révolutionnaire se trouve l'éducation sexuelle et la nécessité pour les enfants et les adolescents d'être autorisés à la liberté sexuelle. Donc, lui, il veut bypasser la famille, détruire cette notion de famille comme étant le lieu où il y a l'autorité des parents pour faire l'éducation sexuelle de leurs enfants. Et pour dire, en fait, ça, comme c'est un moyen d'oppresser et de formater les enfants pour, en fait, faire des dominés et des personnes qui se laissent conduire et soumettre à la société, eh bien, en fait, si on veut faire une révolution marxiste, il faut passer par la destruction de la famille et pouvoir libérer les enfants de toute contrainte sexuelle. Euh, et Ça fait donc, flipper. c'est horrible. C'est horrible. C'est dystopique. C'est terrible. Et donc, il dit, hein, je le cite, la société libre offrira un espace et une sécurité suffisants pour la satisfaction des besoins naturels. Ainsi, elle n'interdira pas seulement une relation amoureuse entre deux adolescents de sexe opposé, mais leur fournira également tout le soutien social nécessaire. Une telle société n'interdira pas non plus la masturbation des enfants, mais au contraire, conclura probablement que tout adulte, au pas entravant le développement de la sexualité de l'enfant, devra être sévèrement sanctionné. Et donc, Reich soutient que l'État doit être utilisé
pour contraindre les familles et, si nécessaire, les punir activement, punir activement ceux qui s'opposent à cet agenda de sexualisation des enfants. Et l'État, intervenir dans les affaires de la famille parce que la famille est potentiellement le principal obstacle à la libération politique en raison de son rôle dans la perpétuation des codes sexuels traditionnels hérités du christianisme, etc. Ce C'est qui est le horrible, hein. cas dans plusieurs pays, hein, même en Europe et pas très loin de chez nous, depuis quand même plusieurs années maintenant. Je sais qu'il y a quelques années, je crois que c'était en... Attends, il venait naître, donc 2019. Mhm. euh, L'État pouvait punir des parents qui n'avaient pas, euh, facilité l'accès à un changement de sexe à un enfant de plus de 12 ans qui leur demandait. C'est-à-dire que Ouais, à partir de 12 ans, les parents étaient contraints d'accéder à la demande d'un enfant ils avaient une période de temps, tu vois, ouais, pour s'y mettre. ouais, ouais, Et au-delà de ça, amende et ils risquaient le retrait de leur enfant. ouais, ouais. Ben, Donc on a c'est horrible. criminalisé en C'est fait ça, on criminalise. l'éducation. C'est ça. Et comme tu en fais un délit, bah, du coup, ça devient la nouvelle morale et on te dit, bah, en fait, tu es contre ça, quoi. C'était la réflexion Exact. qui était faite à Marion Maréchal, là, dans l'interview sur France Inter dont on avait parlé. Ouais, elle reprenait ça comme argument. Tu as eu ça avec une loi en Californie où, en fait, l'État disait qu'il faut protéger les enfants qui veulent transitionner contre leurs parents. Et donc, en fait, l'État n'est pas obligé, enfin, l'État, oui, l'État de Californie n'est pas obligé de tenir les parents informés du désir de changement de sexe des enfants et doit tout faire pour que l'enfant puisse le faire. Donc, tu as vraiment ça, et c'est ce qui a fait que Elon Musk, il a dit, ben moi, si c'est comme ça, je vire toutes mes entreprises de Californie, il est parti au Texas. Hmm. Voilà, tu as un homme au Canada, il y avait eu un cas aussi comme ça qui s'était fait condamner parce que il s'opposait en fait à l'opération de son enfant. Et je crois que le cas, c'était un des premiers cas qui était médiatisé. Je crois que le gars avait été condamné, je crois qu'il avait fait même de la prison. Et c'était Jordan Peterson là, qui s'était saisi du cas et qui en avait parlé à l'époque, et ça lui avait valu un trompe d'accusation. Ouais, donc c'est terrible, quoi. Et Hmm. en fait, pour lui, l'oppression, pour Rich, hein, si on en revient là, hein, l'oppression contre laquelle l'État doit lutter au sein des familles n'est pas matérielle, mais elle est psychologique. Les enfants sont des victimes car ils sont empêchés de vivre leur sexualité. Et pourquoi c'est psychologique? Bah, parce que Freud, il a dit, en fait, tout le développement psychologique et le développement sexuel. Donc, si tu enlèves le développement sexuel, en fait, tu empêches le développement de l'identité de la personne et son bien-être. Donc c'est Euh, en gros l'État en faisant cela lutte contre des abus. c'est ça. Et donc, il est dans le camp du bien, on y reviendra. Euh, c'est hyper important, quoi. Et donc, en fait, la pensée de Rich a eu une influence décisive sur la pensée politique occidentale, surtout à gauche, dit Truman, mais également sur toute la société occidentale en général, car elle est liée à l'émergence d'une conception psychologique de la victimisation. Lorsque l'oppression est perçue comme étant principalement psychologique, alors la victimisation devient centrale. Tu n'es pas, c'est une oppression où on t'empêche d'être ce que tu veux être. Eh bien, en fait, ça fait de toi une victime. C'est pas qu'on t'empêche d'une liberté matérielle concrète de te mouvoir de vers ça, etc. Mais c'est qu'on présuppose qu'on t'empêche de devenir ce que tu pourrais être si tu n'avais aucune contrainte. Et donc là, forcément, bah, tu criminalises ça. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, bah, tu peux te dire victime dès que tu ressens une forme d'empêchement dans la société. Bah, en fait, tu peux te ressentir légitimement victime et en te plaçant dans le camp des victimes. Et ben en fait, du coup, les autres sont forcément des méchants, quoi. Est-ce que c'est l'oppressé contre la répression? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tout à fait. Ouais. Euh, donc, si on avance un petit peu, parce que je pourrais encore passer pas mal de temps là-dessus, mais euh, la, la- pour Reich, finalement, la liberté et
et la liberté sociopolitique et la libération sexuelle étaient une seule et même chose. Euh, et si Freud, je cite Truman, si Freud identifiait le bonheur à la gratification sexuelle, alors selon Reich, le moyen de créer une société heureuse, libérée de l'égoïsme et de la quête avide de pouvoir, était de permettre à une quantité maximale de gratification sexuelle. Et là, tu te rends compte de la folie de la pensée, quoi. C'est si tu veux être une société qui est libérée de l'égoïsme, et qui est heureuse, eh bien, en fait, il faut que tout passe par le sexe et que libérer, en fait, toutes les pulsions sexuelles pour que les gens vraiment puissent s'épanouir et s'accomplir. Et voilà. Donc, c'est complètement dingue. On va voir Marcuse va nuancer ça et va amener une intelligence supérieure à la chose. Mais en fait, comment Reich il a fini, eh bien, en fait, il s'est totalement marginalisé parce qu'en fait, il était tellement extrémiste dans sa pensée que les gens ont dit quand même, t'es un peu zinzin. Et, et en fait, il a immigré aux États-Unis pendant la guerre. Et dans ces dernières années, il a tourné toute sa réflexion autour des ovnis. Il voulait créer une machine qui puisse concentrer l'énergie sexuelle, un peu comme tu voudrais concentrer l'énergie électrique. Comme dans Euh, Retour vers le futur, mais Exactement. ok. Retour vers le zizi. Et en fait, il a fini emprisonné en Pennsylvanie. Il est mort en prison et il était considéré comme fou par tout le monde, quoi. Donc Ok. voilà. Mais malgré, en fait, malgré le fait que c'était un extrémiste, malgré le fait qu'il a mal terminé, en fait, il a euh, posé quand même une pierre importante à l'édifice où beaucoup, il a ouvert une nouvelle euh, dans ce mariage entre Marx et Freud, où en fait les gens se disent ouais, en fait, vraiment l'idée que pour changer la société, en fait, tu changes la société si tu changes la sexualité de la société. Et ben en fait, et que cette société là telle qu'elle est, elle est oppressive vis-à-vis de ceux qui ont des sexualités différentes. C'est totalement arbitraire et c'est une manière de maintenir les gens dans une forme de soumission et il faut se rebeller contre ça. Ça a été déterminant. Ça, c'est clair. Hmm. Alors, tu nous parlais de Marcuse. Ouais. Pas Donc ça. Marcus, pas Marcus Thuram. Non. Non, le frère de Lilian Thuram. Rien à voir. Rien à voir. Ah, C'est c'est un le autre frère, c'est pas le Dreyfus. fils? Marcus? Ouais. Ah non, oui, t'as raison, c'est le fils. Oh, pétard. Purée, Oh, si t'as besoin si t'as besoin d'un fun fact comme ça mais en oui. foot, tu m'appelles. Ouais. Incroyable. Là, il s'est passé. Il Tu m'as corrigé il y sur a le eu. foot. Il y aura un avant et un après. Et je Ouais, pense ouais, ouais. il y a un avant et un après. Pétard. Ah, ça a Ok. été comme un tremblement de terre. Ouais. Donc, Marcuse. Ouais. Alors, Marcus, Et le lien avec notamment mai 68. ouais, lui, Euh, c'est une figure clé hein, du combat parmi les étudiants en mai 68, donc aussi un marxiste. Euh, alors lui, contrairement à son à Riff qui était en fait très dangereux, notamment on l'imagine, Reich. hein, Reich, pardon, ouais, désolé, Reich qui pour lui il fallait aucune limitation sexuelle chez les enfants. Et on avait parlé tout à l'heure déjà du lien avec la dernière fois avec la pédophilie, mais on voit qu'en fait ça a nourri une certaine pensée aussi qui moralisait et légitimait la pédophilie. Lui, en fait, il va dire, alors c'est quelqu'un de, je pense, ouais, de plus nuancé, mais tout aussi dangereux. Il pense que lui, qu'un certain niveau de répression sexuelle est nécessaire au maintien de la société, c'est inévitable. Mais le problème est que les mœurs sexuelles du capitalisme, centrées sur le maintien de la monogamie et de la famille patriarcale, sont en réalité plus aussi nécessaires qu'elles l'étaient autrefois. Elles étaient nécessaires, ces contraintes-là, pour bâtir la société, pour qu'on puisse se développer, etc. Mais aujourd'hui, en fait, ces normes-là deviennent tyranniques parce que la société est arrivée à un certain stade qui fait que euh, elles ne sont plus utiles, quoi. Hmm. Et donc On est les notions, éclairé maintenant, quoi. voilà, maintenant on est éclairé, voilà quoi. Et donc les notions sur lesquelles la liberté politique et la liberté sexuelle sont des normes hétérosexuelles sont euh,
ne sont plus une partie vitale de la transformation de la société et elles devraient être maintenant beaucoup plus inclusives et intuitives pour intégrer de nouvelles formes de sexualité. Et donc, Marcuse a bien compris, en fait, il a vraiment capitalisé, dit Truman, sur ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, c'est-à-dire que suivre Rousseau, c'est faire de l'identité une question psychologique. Suivre Freud, c'est faire de la psychologie et donc de l'identité une question sexuelle. Combiner avec Marx, c'est faire de l'identité et donc du sexe une question politique. Ça, Hmm. il l'a bien compris. Donc là, on voit hein, que c'est des espèces de tricks. On a l'impression que c'est les Pokémon, quoi. Tu sais, tu fais des machins, des Ah, combos, tu sais. c'est aussi les dominos, quoi. T'en fais tomber un, et Exactement. voilà. Exactement. Et si tu combines ça un peu comme des combinaisons sur FIFA ou tu sais, dans Tony Hawk's, là, tu sais, où tu faisais Ah, des tu me combinaisons, parles, tu ouais. sais, Ouais, ouais. tu faisais des tricks, bah, c'est un petit peu pareil, quoi. Et en fait, il s'est dit, bah, avec tous ces tricks-là, euh, c'est quoi le prochain tricks? Et en fait, pour lui, pour transformer la société politiquement, il faut donc transformer la société sexuellement et psychologiquement. Un point qui place les catégories psychologiques, du coup, au cœur du discours politique révolutionnaire. Là où autrefois l'oppression est perçue en termes de réalité économique, par exemple la pauvreté, le manque de propriété, etc., ou de catégories juridiques, tu es esclave, tu manques de droits, tu as moins de liberté que les autres, moins de droits que les autres, ou un droit qui a ton désavantage, qui te discrimine, etc. Eh bien maintenant, l'oppression est une question plus subtile car elle concerne des questions de psychologie et de conscience de soi et la sphère, et donc la sphère politique, du coup, est intériorisée et subjectivisée. Avant, on avait Hmm. intériorisé la morale, et maintenant, c'est toute la sphère politique qui devient intériorisée chez l'homme, quoi. Et donc, il va offrir faire un ouvrage qui s'appelle Tolérance répressive, ouais, pardon, la tolérance répressive, hein, un petit oxymore. L'idée de tolérance et ses éléments concomitants, tels que la liberté d'expression, pour lui, ne sont en réalité qu'un leurre qui sert les intérêts du statu quo et donc de ceux qui détiennent le pouvoir dans le présent et souhaitent désamorcer tout défi significatif à leur position. Et en fait, il dit que la tolérance des classes dominantes vis-à-vis des positions de la classe moyenne ou de la classe inférieure, quoi, eh bien, en fait, c'est un espèce de mépris qui permet à la classe dominante de garder son pouvoir. C'est oui, on vous permet de vous exprimer, de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais on s'en fout parce que c'est nous les boss. En gros, si on veut faire simple, quoi. Vous pouvez dire, vous pouvez faire ouin ouin, mais voilà. Mais donc, il dit que la propagande des dirigeants, finalement, qui est là où on leur laisse s'exprimer, mais où il y a ce discours quand même massif de la classe dirigeante, eh bien, en fait, les opprimés vont intérioriser cette idée et d'autres valeurs qu'ils vont considérer comme des vérités naturelles sans réaliser qu'il s'agit en fait de construction idéologique. Ils vont dire, bah, il y a un discours qui est là, et en fait, ils ne se rendent pas compte, parce qu'on est dans une société prétendument libre, hein, en Occident, par rapport, par exemple, au régime totalitaire. En fait, derrière cette liberté d'expression qui n'est que de façade, derrière, en fait, il y a une réelle hégémonie culturelle qui est détenue par justement la classe dirigeante qui veut nous dire en fait comment est-ce qu'on doit penser. Donc c'est un peu plus fin que ce qu'on a vu chez son illustre prédécesseur qui a fini à l'asile. Et donc Marcus dit, euh, la restauration de la liberté de penser pourrait nécessiter, alors faut bien suivre, hein, parce que tu vas voir, c'est un cercle est un carré. Il dit, la restauration de la liberté de penser pourrait nécessiter de nouvelles et rigides restrictions sur les pratiques d'enseignement dans les institutions éducatives qui, par leurs méthodes et leurs concepts, enferment l'esprit dans l'univers établi de discours et de comportement, empêchant ainsi une évaluation rationnelle préalable des alternatives. Alors, en fait, là, qu'est-ce qu'il vient de dire avec des mots très compliqués? Il vient de dire, en fait, si
en fait, si on veut rétablir une liberté de pensée, il faut d'abord endoctriner. Donc, il faudrait qu'on arrive à supprimer ce qu'on appelle la liberté de pensée en imposant dans la société une nouvelle vision du monde. Et en fait, en imposant cette nouvelle vision du monde, en endoctrinement, en endoctrinant les gens, en fait, derrière, on pourrait les amener à mieux penser. Tu vois, et à abandonner cette pensée qui leur a été inculquée par la classe dominante dans laquelle ils ont vécu. Et donc, la lutte pour cultiver la bonne forme de conscience politique ou de psychologie signifie que des choses telles que l'éducation et l'expression doivent être soigneusement régulées afin de garantir l'issue correcte. C'est la Et police en de la fait, pensée, quoi. exactement, c'est la police de la pensée. Il faut réguler dans la société ce qu'on doit penser et prendre le contrôle de l'éducation sexuelle et de tout le reste et imposer ça. Et en fait, lui, il dit, le problème de la liberté d'expression, c'est qu'elle donne une illusion en fait, qu'en fait, on peut penser ce qu'on veut. Et lui il Hmm. dit non, en fait, il y a cette lecture marxiste. Non, il y a une pensée qui nous a imposé. Et donc, c'est totalement orwellien. Et en fait, si tu conjugues Marcuse et Gramsci avec l'hégémonie culturelle, et ben en fait, tu as tué le game. Si tu as compris en fait que c'est un agenda politique et que tu mets ça en œuvre dans la société, voilà. Et donc, Truman dit, euh, dans un monde où la psychologie est pervertie par la fausse conscience, par une mauvaise conscience, et le problème, c'est on va faire on va faire de l'oppression une catégorie psychologique. C'est-à-dire que les mots, les idées deviennent des armes les plus puissantes disponibles dans une société. Et il devient nécessaire de s'assurer que des bons mots et des bonnes idées ne sont pas simplement promus, mais sont, si possible, imposés, appliqués et monopolisés dans le discours public. Euh, Après tout, dit-il, pourquoi de mauvais mots et de mauvaises idées seraient-ils autorisés si leur but est d'infliger des dommages psychologiques et de causer l'oppression des marginalisés, des dépossédés et des autres victimes des pratiques de domination de la classe dirigeante. Et en fait, on voit qu'on a là-dedans, dans cette idée-là, le terreau de la censure qui va se déployer au nom du bien, quoi. Si vous n'avez pas le droit de penser différemment que nous. Et si tu as une autre pensée, en fait, on va dire, bah, cette pensée est offensante, elle fait du mal, elle peut faire du mal, donc au nom du mal qu'elle pourrait faire, eh bien, on veut t'empêcher de l'exprimer. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves, je trouve, qui se manifeste assez fort aujourd'hui, où en fait, si tu fais une blague, et je trouve que c'est quelque chose que tu retrouves, si tu es honnête, autant, enfin, que tu retrouves à gauche et que tu retrouves aussi à droite dans les discours politiques, où en fait, tout le monde veut interdire à l'autre de s'exprimer, quoi. Tout le monde Hmm. veut cancel l'autre parce que, en fait, ces idées-là sont dangereuses ou peuvent faire du mal aux gens, peuvent créer un émoi chez certaines personnes, peuvent offenser, et vu que personne ne doit être offensé, et ben, en fait, euh, tu vas imposer ça, quoi. Mais c'est quelque chose, remarque Truman, qui est propre quand même, qu'on retrouve très fort, le côté la tentation Tariste. Ouais. totalitariste, se retrouve vraiment dans une posture de gauche qui veut vraiment imposer cette nouvelle façon de penser, quoi. Il dit, hein, la gauche seule, et elle seule, est compétente, c'est ce qu'elle pense, hein, pour voir à travers les mauvaises consciences de la culture consumériste occidentale et percevoir quelles sont les réalités politiques véritables. Et seule la gauche a le monopole de savoir sur les stratégies politiques qui doivent être adoptées pour faire avancer la révolution culturelle nécessaire à la liberté. Et donc, pour Marcuse, le capitalisme occidental trompait la population en lui faisant croire que le statu quo était dans son meilleur intérêt. Et ça donne aux gens le plaisir du marché, de la consommation, les empêche finalement d'être toujours dans cette quête effrénée de plaisir matériel. Ça permet à la classe dominante, en fait,
de les maintenir dociles et de contrôler leurs pensées. Et donc, il faut faire cette révolution-là. Euh, et bien sûr, qui aurait le monopole et la légitimité pour dire ce qui est bien, comment réformer la société, faire la révolution dans la société en reprenant, en enlevant la liberté d'expression, en disant non, c'est ça que vous devez penser parce que c'est ça qui est bien. Eh bien, la réponse de Marcuse, eh ben, c'était bah, c'est moi et ceux qui sont d'accord avec moi, parce que c'est nous qui avons raison. C'est bon. Il a il a bien défini le totalitarisme Ouais, 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 et le dictatoriat de ouais, la pensée. c'est ça. Et du coup, concrètement, est-ce qu'il a proposé des pistes? Oui, il a dit à court terme, il faut déstabiliser la société, le statu quo, en faisant une critique constante des récits dominants qui soutiennent l'ordre établi. La Euh, déconstruction, quoi. la déconstruction. Et par des actions qui vont être transgressives, comme le démantèlement concret des codes sexuels bourgeois. Et en fin de compte, on suppose que tout cela nécessitera une coercition par la force gouvernementale. Donc il faut attaquer finalement la métaphysique, la vision du monde qui était héritée, euh, faire un travail systématique de déconstruction et arriver à prendre le pouvoir pour arriver à prendre le pouvoir. Et quand on aura le pouvoir, eh bien là, on pourra imposer finalement notre vision du monde et censurer, interdire, mettre en prison tous ceux qui ne seront pas d'accord avec nous parce que nous, on défend le camp du bien. Nous, on défend Donc le camp de la c- liberté psychologique des gens, etc., quoi. ça passe par les lois aussi, alors. Ça va passer par les lois. Ça va passer par les lois, ça va passer par établir en fait un totalitarisme. C'est clairement assumé, quoi. Donc, en fait, ouais, voilà, il veut, alors que euh, euh, un, un Staline passait par des lois avant tout, lui, par contre, d'abord, il dit, c'est en passant par la culture. C'est Hmm. en passant par tout le discours culturel, etc., en s'attaquant en tant que, comme nous n'avons pas le pouvoir, mais nous sommes les masses, il faut déconstruire le pouvoir et arriver à être en position en fait d'être ceux qui vont réécrire finalement l'histoire quoi. Donc un soft totalitarisme. Un soft totalitarisme et on rejoint déjà pas mal de choses qu'on a dit jusqu'à présent quoi. Hmm. Et donc Truman conclut euh, mis à part l'élitisme totalitaire, l'importance principale de la politique marcusienne hein, de Marcuse pour nous réside dans la manière dont elle rend le sexe politiquement important, comme Reich auparavant. Il comprend que les codes sexuels sont fondamentaux pour la structure de la société, ce qui signifie que l'identité sexuelle fera clairement partie du même programme de réforme éducative qu'il propose. En effet, cela devrait constituer une partie majeure parce que le groupe dominant maintient son pouvoir dans le statu quo principalement en réprimant certaines expressions de l'identité sexuelle. Et ça, bah, ça nous aide à comprendre pourquoi on voit dans la pensée de gauche l'idée qu'avant il fallait se battre pour le travailleur exploité et qu'il fallait un travail des syndicats pour garantir une meilleure rémunération, une meilleure redistribution de l'argent, etc., à se tourner vers toutes les autres, tout ce qui représente une minorité dans la société et qui est comprise comme étant euh, euh, contrainte par une majorité dans l'expression de son identité en disant, bah, en fait, l'héritage qu'on a chrétien dans la société empêche ces personnes d'être elles-mêmes. Et du fait qu'elles sont minoritaires, elles sont nécessairement des victimes. Et en fait, il faut prendre le contrôle dans la société de la pensée et imposer que ceux qui sont contre, et si on en revient à nous, euh, euh, les droits des homosexuels, les droits des
transsexuels, etc., et qui ne reconnaissent pas ces personnes-là, ils ne veulent pas leur faire le même droit, la même place, et, et, et les promouvoir, les célébrer, comme on dit aujourd'hui dans la société, eh bien, en fait, sont les personnes qui sont à abattre parce qu'elles sont les représentantes, en fait, d'un héritage de domination, d'oppression, de méchanceté arbitraire, parce qu'ils veulent juste maintenir leur pouvoir, ce sont des intolérants, etc. Donc Mmh. ça nous aide à comprendre que, en fait, à l'époque, la sexualité n'était pas une question d'enjeu politique. Mais ça en est devenu maintenant, c'est devenu vraiment au cœur de tout un projet politique qui se retrouve particulièrement manifesté du côté de la gauche. Mmh. Waouh! Voilà. Donc, c'était complexe, j'en conviens. Mais tant qu'on retient que, en fait, euh, euh, le fait qu'aujourd'hui on ne pense pas comme ça vient de pas de nulle part, mais que ça a été le fruit d'une question d'identité qui a été psychologisée, ensuite qui a été sexualisée, et ensuite qui en a été fait un objet politique en disant, ben, en fait, la sexualité, c'est ce qui est utilisé par la société pour nous réfréner. Donc, si toute manière de réfréner la sexualité dans une société est donc mauvaise parce qu'elle est l'instrument par lequel on nous empêche d'être libre, ben en fait, une fois que tu as compris ça, tu comprends tous les défis qu'on a aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est Mm. clair. Donc, on ne va pas aborder là toute la réponse à toutes ces questions-là. Pour le moment, on essaie de décortiquer et de faire comprendre, mais on y reviendra sur le sujet parce qu'il faut bien sûr pouvoir répondre à tout ça. Yes, On conclut ici. on conclut. On vous dit bonne semaine. Bonne semaine. Méfiez-vous des ovnis. Méfiez-vous de Riff. Et on se retrouve la semaine prochaine où on conclura, on fera une synthèse un petit peu, une conclusion de cette partie. Et on développera aussi, on reviendra aussi sur l'impact de cette pensée-là aussi sur le féminisme. Parce que ça a un impact en lien après avec la question de la théorie du genre. C'est clair. Voilà, bonne semaine. Si vous n'avez rien compris, mettez-nous un pouce. Si vous En avez été l'air. encouragé, mettez-nous un pouce, Mettez-moi pareil, ouais. aussi un pouce. Et si vous avez compris, écoutez, que Dieu vous bénisse. C'est super. Dites-le nous si vous avez compris. Ça va nous encourager. Voilà. Allez, bonne semaine et à plus. Salut.